Salut à tous, c'est Maxime de la chaîne Bourse Solutions et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'action Walmart. Alors cette vidéo s'adresse aussi bien à des investisseurs débutants qu'à des investisseurs un peu plus expérimentés. On va vraiment détailler avec vous en fait l'ensemble des métriques que nous regardons afin de trouver les meilleures entreprises. Ensuite, on va jeter un rapide coup d'œil sur les estimations des analystes pour savoir ce qu'ils en pensent en termes de croissance du bénéfice par action et de croissance du chiffre d'affaires. Et ensuite, on utilisera en fait la calculatrice qui permettra de nous donner un prix d'achat adéquat pour réaliser un rendement que l'on souhaite. Donc, l'action Walmart s'échange actuellement du coup à 162 dollars. Au niveau de la capitalisation boursière de l'entreprise, tac. Donc cette dernière est de 438 milliards de dollars. Et ce qu'on aime bien faire en fait, c'est vraiment la comparer à l'entreprise value et qui représente en fait cette différence, ça va représenter la dette nette de l'entreprise. Donc si l'entreprise value est supérieure à la capitalisation boursière, alors l'entreprise est endettée. Et inversement, si l'entreprise value est inférieure à la capitalisation boursière, alors c'est que l'entreprise ne possède pas de dette. Donc comme on peut le voir ici, il y a un petit delta du coup de 155 à peu près milliards de dollars. Ce qui va être important, ça va être de comparer en fait ces 155 milliards de dollars de delta avec le free cash flow que réalise l'entreprise. Donc, comme on peut le voir là, par exemple cette année, elle a réalisé 20 milliards de free cash flow. Donc 20 milliards comparé aux 155, ça fait environ entre 7 et 8. Donc ça veut dire que la dette totale de l'entreprise pourrait être remboursée en environ entre 7 et 8 années. Donc ce qui est relativement acceptable. Un point qui est important de regarder du coup, c'est les ratios de rentabilité de l'entreprise. Et une des métriques que j'affectionne particulièrement, c'est le ROIC ou retour sur les capitaux investis, donc qui est en fait juste ici. Donc comme on peut le voir, l'entreprise durant ces 5 dernières années avait un ROIC de 10,6%. Ce qui est, pour ce que je recherche, un peu faiblard. Moi j'aime bien avoir un ROIC supérieur à 12%. Et cette métrique, en fait, qu'est-ce qu'elle nous indique? Et bien tout simplement, c'est pour chaque euro investi dans l'entreprise, combien celle-ci va en récupérer. Donc avec un ROIC de 10, c'est-à-dire que pour chaque euro, l'entreprise va récupérer 10 centimes. Donc voilà, c'est un peu faible, mais bon, c'est pas mauvais non plus. Ce que je vais aussi regarder du coup, c'est que le ROA et ROE, donc le retour sur les actifs et le retour sur les capitaux propres, soient eux aussi de 12%. Donc comme on peut le voir ici, le retour sur les capitaux propres est supérieur à 12%, donc c'est un bon point. Par contre, le retour sur ses actifs, lui, est pour le coup plutôt faible, inférieur à 7%. L'entreprise verse un dividende donc pour l'ensemble de ses actionnaires à hauteur de 6 milliards de dollars. Et donc ce qu'il est important, c'est de regarder si ce versement de dividende est pérenne dans le temps. Donc en fait, on va le comparer à sa moyenne, on va le comparer au free cash flow moyen des 5 dernières années. Donc 6 milliards comparé ici aux 16. Ça représente moins de 50% d'utilisation du free cash flow pour payer les dividendes, donc c'est un bon point. Nous, c'est ce qu'on recherche vraiment, un payout ratio inférieur à 50%. Les marges brutes de la société sont de 24% cette année, et si on regarde juste au-dessus, là, c'est marges nettes. Bon, comme on peut le voir, c'est des marges très faiblardes, hein. Environ de 2%. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est des marges supérieures à 10%, mais bon, on peut s'en douter, pour une entreprise comme Walmart, qui est l'enseigne de grande distribution, c'est tout à fait normal en fait qu'elle ne marge que très peu. En fait, là où elle va faire du résultat, ça va être vraiment sur le volume de ce qu'elle va vendre. Donc voilà. Et un rapide coup d'œil sur sa valorisation. Donc là, on peut voir un PER sur les 5 dernières années et l'année dernière aux alentours des 31.
Et pour le free cash flow, le prix sur le free cash flow, voilà, qui est juste ici, je ne le voyais plus, aux alentours des 22-26. Aux alentours des 22-26. Donc voilà, ça semble être un PER et un PCF relativement élevé, mais bon, c'est ce qu'on essaiera de déterminer plus tard en fonction de la croissance de l'entreprise et de son ROIC. Donc maintenant, nous allons passer à ces résultats financiers. Donc, qu'est-ce que l'on veut? On veut tout d'abord que la croissance du chiffre d'affaires, qu'il y ait une croissance en fait du chiffre d'affaires. Donc on va regarder, juste ici, au cours des 5 dernières années. Et donc comme on peut le voir, de 2019 à 2023, l'entreprise a bien augmenté, son chiffre d'affaires pendant ces 5 années. Ok, donc une croissance du chiffre d'affaires, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va vouloir aussi, c'est que l'entreprise augmente aussi son résultat net. Parce qu'on ne veut pas que ses marges diminuent d'année en année, ou que les actionnaires soient dilués. Donc, on va regarder ici la marge nette de l'entreprise au cours des 5 dernières années. Comme on peut le voir, elle est passée de 12 milliards 85 à 14 milliards. Donc, en augmentation. Bon, on voit que ça fluctue dans le temps. Ça va augmenter, ça rediminue, ça augmente. Bon, voilà, faudrait essayer de comprendre pourquoi. C'est important de comprendre pourquoi c'est pas une augmentation croissante. Alors que si je ne me trompe pas, si on regarde un petit peu plus haut, voilà, le chiffre d'affaires était pour lui constant. Donc, c'est-à-dire que ici, entre les deux, il y a eu des charges qui se sont rajoutées, donc comprendre d'où elles viennent, si c'est des charges récurrentes ou non. Donc voilà. Voilà. Au niveau du bénéfice par action, on veut lui aussi qu'il soit en croissance au cours des 5 dernières années. Donc comme on peut le voir ici, voilà, on est passé de 4,46$ à 5,22$. Un autre bon point. Une des métriques les plus importantes, ça va être le nombre d'actifs en circulation. On veut que celui-ci soit constant dans le temps ou en diminution. Pourquoi on veut ça? Tout simplement parce qu'en fait, on ne veut pas que l'actionnaire soit dilué. On veut toujours qu'il ait une part dans l'entreprise égale par rapport à ce qu'il avait acheté initialement, ou que sa part augmente au fur et à mesure du temps, pour qu'il ait une plus grande portion du gâteau. Donc comme on peut le voir ici, en 2019, le nombre d'actions en circulation était de 2,85 milliards et il est passé à 2,69 milliards. Donc c'est un bon point. L'entreprise rachète, pas forcément des masses, mais rachète ses actions. Maintenant, nous allons voir au niveau du free cash flow, qui est une des métriques les plus importantes, parce que c'est vraiment l'argent qui reste à l'entreprise. Donc avec le free cash flow, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez réaliser 5 choses. Vous pouvez payer des dividendes. Vous pouvez rembourser vos dettes. Vous pouvez réinvestir dans votre société. Vous pouvez réaliser des acquisitions, donc d'autres entreprises, et vous pouvez racheter vos propres actions. Donc, ce qu'on va vouloir aussi, c'est que ce free cash flow soit en croissance au cours des 5 dernières années. Hop, en 2019, il était de quasiment 17 milliards pour atteindre cette année les 19 milliards. Donc encore une fois, un autre bon point. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est l'entreprise a l'air d'être en croissance d'année en année, c'est très bien, mais est-ce qu'elle a de la dette? Donc, comme on a pu le voir, oui, elle avait de la dette, mais est-ce que celle-ci est maîtrisée? Car dans les moments les plus difficiles, ça sera les entreprises les moins endettées qui réussiront le mieux à passer ces moments de difficulté. Donc pour ce faire, en fait, on va vouloir, nous, que la dette, principalement la dette long terme, puisse être remboursée en moins de 5 années. Donc pour ce faire, on va regarder quoi? On va regarder ici le free cash flow. Le free cash flow sur la moyenne du free cash flow sur les 5 dernières années, qui est de 16 milliards. Et du coup, on va le multiplier par 5. J'ai fait le petit calcul, on arrive ici à 83 milliards. Donc, ce que l'on souhaite, c'est que la dette long terme de leur entreprise soit inférieure à 83 milliards. Donc on va aller ici dans son bilan comptable. Voilà. On va aller trouver sa dette long terme, qui est juste ici, Total Long Term Liabilities, qui est de 70 milliards. Donc oui, l'entreprise peut bien rembourser sa dette long terme en moins de 5 années. C'est un autre bon point.
Donc, comme on peut le voir, l'entreprise possède toujours une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net, de son free cash flow, de son bénéfice par action. Elle rachète continuellement ses actions. La dette est plutôt bien maîtrisée. Par contre, elle a des indicateurs de rentabilité, donc que ce soit principalement son ROIC et son ROA qui sont relativement faiblards. Donc on va voir qu'est-ce que pensent les analystes pour les prochaines années. Voilà, juste ici. Donc les analystes s'attendent à une croissance ici du bénéfice par action, donc relativement faible, moins de 10% par an. Hop là, il est un peu trop grand. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, et bien là, clairement, beaucoup moins que 10%. On va être aux alentours des 3-4% par an. Donc voilà, il faut savoir que les analystes ont tendance à être un petit peu trop optimistes. Donc du coup, moi, ce que j'aime bien faire pour mes estimations, c'est de prendre en compte ce qu'ils indiquent, mais de me les mettre sur la borne la plus haute. Du coup, maintenant, on va essayer de trouver un prix d'achat idéal pour notre société. Là, je vais mettre un tout petit peu plus gros, voilà. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le prix d'achat, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise était, les analystes estiment entre 3 et 4% par an. Donc moi ici, je vais couper la part en deux. On va se mettre à 3,5. Juste avant, pour les estimations les plus moyennes, on va se mettre à 3. Et ici, hop, 2,5. Ensuite, au niveau des marges. Hop là. Voilà. Ah, terrible. Voilà. Au niveau des marges, comme on peut le voir ici, les marges sont relativement constantes au cours des 10, 5 ou la dernière année. Donc, on va indiquer ici des marges pour les estimations les plus basses, aux alentours des 2%. Pour les estimations moyennes, 2,25%. Et pour les estimations les plus hautes, 2,5%. Maintenant, pour le free cash flow, les marges sont légèrement supérieures. Donc on va mettre ici du 2,5%, 2,75% et du 3%. Maintenant, au niveau du PER et du PCF, qui sont juste ici. Il va falloir estimer le PER et le PCF, que vaudra l'entreprise dans 10 années, car nous réalisons ici des estimations sur 10 ans. La moyenne de l'indice de référence ici, qui est le S&P 500, c'est un PER de 15, qui indique en fait plus ou moins inférieur à 15, entre guillemets, une sous-évaluation, supérieur à 15, une surévaluation. Donc, ce PER va être modifié. On va le modifier en fonction de principalement deux critères. Premièrement, est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Comme on peut le voir ici, une croissance entre 2,5 et 3,5% par an, c'est pas énorme. Et ensuite, le PER, on va pouvoir aussi l'augmenter si le retour sur les capitaux investis est relativement important. Nous, on a dit, donc, juste ici, qu'on recherchait un ROIC supérieur à 12%. Donc comme on peut le voir, c'est que de 1, le ROIC est inférieur à 12% et il semble décroître d'année en année, ce qui n'est pas forcément un très bon point. Donc clairement, l'entreprise, à mes yeux, ne mérite pas un PER forcément supérieur à 15. Donc je vais le mettre ici à 15 pour les estimations les plus hautes. Et pour les estimations les plus basses, on va partir sur du 13, 14, hop, 13, 14. Voilà. Maintenant, donc, hop, c'est terrible ça. Voilà. Hop. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est nous mettre une certaine marge de sécurité. Si vous deviez investir sur un ETF S&P 500, celui-ci procure en moyenne un rendement annualisé de 9 à 10% par an. Du fait que là, on essaye de sélectionner nous-mêmes nos actions. On ne va pas se contenter d'un rendement de 9 ou 10%. Donc on va vouloir un rendement supérieur à celui-ci. Et en plus, on va devoir mettre une certaine marge de sécurité parce que plus on va aller vers les estimations les plus hautes,
plus les chances que ces scénarios se réalisent sont faibles. Donc moi, ce que j'aime bien, je commence toujours à mettre 12% de rendement pour les estimations les plus basses, 13,5% pour les estimations les plus hautes et 15% pour les estimations les plus basses. On va maintenant analyser tout ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous indique? Voilà, juste ici. Alors, si les estimations actuellement les plus hautes, qui sont juste ici, se réalisent, et que vous voulez réaliser un rendement de 15% par an, alors vous devez acheter l'entreprise entre 62 et 75 $. Si en revanche, vous pensez que ce sont les estimations moyennes qui se réaliseront au cours des 10 prochaines années et que vous souhaitez obtenir un rendement de 13,5% par an, alors il faut acheter l'action entre 57 et 70 $ pour réaliser ce rendement. Maintenant, que veulent dire les 3 rendements que vous voyez plus bas? Et bien tout simplement, ce que vous voyez en bas là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez l'action à son prix actuel, c'est-à-dire de 162 $, alors si les estimations moyennes se réalisent, vous réaliserez un rendement de 1,76% par an, ce qui est plus que faiblarde. Donc clairement, la société Walmart semble être une société plutôt bien gérée. Cependant, elle est à mes yeux beaucoup trop chère. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement attendre qu'elle descende à des prix adéquats, donc probablement autour des 70 $. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce type de vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Ça peut vous paraître peut-être troublant, ces analyses, mais comme ça a pu l'être pour nous au tout début, quand on a commencé l'investissement, c'est tout à fait normal. En tout cas, voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Maxime. Ciao!